Le jour de la mort de leur père, Emma Chin entra dans son bureau et trouva sa sœur aînée, Rebecca, en train de fouiller dans des papiers. Rebecca parut surprise au début, mais elle se reprit rapidement quand Emma lui demanda si elle cherchait quelque chose d'important. Leur père venait de décéder quelques heures plus tôt, pourtant Rebecca ne montrait aucune trace de chagrin ni d'hésitation. Emma sentit son estomac se nouer pendant que Rebecca expliquait qu'elle organisait les papiers pour la succession de leur père. Emma, une infirmière de 32 ans, était restée avec son père dans ses derniers jours, s'occupant de ses besoins. Maintenant, elle observait les mouvements assurés de Rebecca avec un malaise croissant. Emma et Rebecca étaient aussi différentes que deux sœurs pouvaient l'être. Rebecca, de 3 ans son aînée, était une agente immobilière prospère mariée à un riche investisseur. Elle avait 2 enfants parfaits et dégageait une grande prestance chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Emma, en revanche, travaillait de longue garde à l'hôpital local et louait un modeste appartement. Bien que leur père ait autrefois considéré Emma comme une déception, elle et lui s'étaient rapprochés après la mort de leur mère. Emma lui rendait visite chaque semaine, cuisinait pour lui, l'aidait avec ses médicaments et l'écoutait simplement. Il lui confiait des affaires personnelles, et il partageait un lien que Rebecca remarquait à peine. Le lendemain matin, Emma et Rebecca arrivèrent au bureau de l'avocat pour la lecture du testament. Rebecca arborait une expression suffisante alors que M. Patterson, l'avocat de leur père, sortait le document officiel daté de 6 mois auparavant. Le testament stipulait que leur père laissait l'intégralité de sa succession, y compris la maison familiale, à Rebecca. Emma fut choquée, se rappelant qu'il avait parlé d'apporter des modifications juste 2 mois plus tôt. Emma contesta le document, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas être correct. Rebecca, cependant, rejeta les préoccupations d'Emma et l'informa à la hâte qu'elle devait quitter la maison de leur père dans la semaine. Emma sentit la colère et la trahison monter en elle. Patterson parut sympathique, mais il n'avait aucune trace de mise à jour postérieure au testament daté de 6 mois plus tôt. Pendant ce temps, Rebecca saisit l'occasion d'affirmer son autorité. Emma n'avait résidé dans la maison qu'en tant qu'aide-soignante, argua Rebecca, et ce n'était plus nécessaire. Les tentatives de protestation d'Emma tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Cependant, Emma savait que son père avait parlé de réviser son testament plus récemment. Elle se souvenait vivement de la conversation et sentait qu'il y avait plus à découvrir. Voir Rebecca passer des appels téléphoniques pour vendre la propriété ne fit qu'approfondir la résolution d'Emma. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Emma se souvint de la dernière conversation sérieuse qu'elle avait eue avec son père. Il avait insisté pour qu'elle fasse attention. Il y avait quelque chose d'important dans son coffre-fort, numéro 247, à la First National Bank. Il avait scotché la clé sous le tiroir de son bureau, exhortant Emma à la récupérer s'il lui arrivait quelque chose. Ce soir-là, Emma chercha sous le tiroir dans son bureau et trouva la petite clé exactement là où il avait dit qu'elle serait. Elle ressentit un mélange de tristesse et de détermination. Son père, anticipant les actions de Rebecca, avait mis en place des mesures pour protéger ses véritables volontés. Emma décida de suivre ses instructions. Le lendemain, Emma se rendit à la First National Bank. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'un employé la conduisit à la salle des coffres-forts. À l'intérieur du coffre 247, elle découvrit 2 éléments, une enveloppe scellée portant son nom et un testament nouvellement daté d'il y a seulement 6 semaines. En ouvrant l'enveloppe, elle trouva une lettre manuscrite de son père. Il y expliquait que le testament datant de 6 mois était un leurre. Il savait que Rebecca chercherait un tel document, et il voulait s'assurer que sa succession soit partagée équitablement. Emma apprit également qu'il lui laissait la maison, faisant confiance à sa responsabilité. Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes en lisant les derniers mots de son père. Il exprimait sa fierté pour les soins qu'elle lui avait prodigués et son inquiétude concernant les habitudes dépensières de Rebecca. Il croyait que l'avidité avait obscurci son jugement et qu'Emma était la mieux placée pour gérer la maison familiale. Il souhaitait que sa succession soit divisée à parts égales afin que ses 2 filles en bénéficient. Emma fit soigneusement des copies et photographia chaque page. Elle contacta immédiatement M. Patterson pour demander un rendez-vous d'urgence. Il ne s'agissait plus d'argent ou de propriété. Il s'agissait d'honorer les intentions de son père. Elle se prépara à la confrontation qui s'annonçait. Rebecca agit rapidement, envoyant des déménageurs à la maison dès le lendemain matin. Elle envoya un texto à Emma pour qu'elle fasse ses cartons au risque de voir ses affaires jetées. Emma se réveilla au grondement des camions à l'extérieur et entendit la voix autoritaire de Rebecca résonner dans le couloir, exigeant qu'elle vide les lieux immédiatement.
Avec le testament mis à jour de son père solidement en sa possession, Emma sentit une montée de confiance. Elle descendit calmement les escaliers, où une Rebecca furieuse désigna les déménageurs. Emma sirota simplement son café et invita sa sœur à jeter un œil à quelque chose de crucial avant de déplacer un autre objet. La scène était prête pour la confrontation. Sans prévenir, Emma sortit le vrai testament, signé et daté de 6 semaines plus tôt. Le visage de Rebecca blêmit en le lisant. Son incrédulité se fondit en colère alors qu'Emma l'informait que M. Patterson était en route pour authentifier le document. Le testament que Rebecca avait trouvé était officiellement caduc, et leur père avait laissé la maison à Emma tout en partageant le reste des actifs à parts égales. Furieuse, Rebecca accusa Emma de falsification, mais elle ne pouvait cacher ses mains tremblantes. Emma resta ferme, expliquant que leur père avait prévu ce moment, anticipant les tentatives de Rebecca de prendre le contrôle total. Lorsque M. Patterson arriva, il exposa les aspects légaux, confirmant que le testament légitime remplaçait l'ancien. Les déménageurs furent renvoyés, et l'aura suffisante de Rebecca vola en éclats. Dans l'après-midi, tout était réglé. La maison appartenait désormais à Emma, et la succession serait partagée conformément aux souhaits de leur père. Rebecca ramassa son sac à main, s'arrêta près de la porte et lança des paroles venimeuses à Emma, l'accusant d'avoir prétendu être la fille dévouée. Emma répondit calmement, insistant sur le fait qu'elle avait simplement aimé leur père pour ce qu'il était, non pour ce qu'il pouvait donner. Le fossé entre elles s'approfondit. Emma passa cette soirée dans le bureau, triant de vieux documents. En fouillant dans les dossiers, elle tomba sur des archives financières révélant l'état précaire de la société d'investissement du mari de Rebecca. Il vivait de manière extravagante, comptant sur un héritage important pour éponger des dettes croissantes. Soudain, Emma comprit pourquoi Rebecca était si désespérée de prendre le contrôle de chaque actif. Plus tard, Emma reçut un texto menaçant d'un numéro inconnu, qu'elle reconnut comme étant celui de James, le mari de Rebecca. Son message laissait entendre qu'elle n'avait aucune idée des dommages qu'elle causait. Emma le transmit à son avocat, se rappelant la prudence de son père. La lettre de son père avait explicitement averti que Rebecca et James pourraient recourir à des mesures désespérées. Emma réfléchit à la manière de se protéger contre les représailles. Elle reconnut sa propre vulnérabilité en tant qu'infirmière aux ressources limitées, mais elle vit aussi une chance de créer un bien durable avec la propriété qu'elle possédait maintenant. Son père avait souvent fait remarquer que la maison était trop grande pour une seule personne. Emma se souvint de conversations sur la possibilité d'ouvrir un établissement de santé. Le lendemain, elle décida d'appeler sa superviseure au sujet d'un programme de soins pédiatriques dont elle avait discuté autrefois. Elle croyait que cela honorerait vraiment la mémoire de son père. Emma appela également son avocat, lui demandant d'enquêter sur l'entreprise de James. Si un comportement financier illégal ou imprudent avait eu lieu, elle voulait être protégée de toute retombée juridique. Pendant ce temps, la maison subit des évaluations initiales pour déterminer son aptitude à devenir un centre de bien-être pour enfants. Emma ressentit un sentiment renouvelé de but. Le dernier cadeau de son père était bien plus significatif que l'immobilier. C'était une opportunité d'aider ceux qui en avaient besoin. Bientôt, elle reçut un autre texto de Rebecca, l'invitant cette fois à une réunion au bureau de James. Le message laissait entrevoir une dernière chance d'arranger les choses, révélant leur désespoir croissant. Emma prépara la réunion méticuleusement, portant un tailleur professionnel et transportant une mallette de documents. En arrivant à la société d'investissement clinquante de James, elle remarqua des signes subtils de difficulté. Une atmosphère feutrée, des bureaux vides et un personnel mal à l'aise. On la conduisit à une salle de conférence où Rebecca, James et leur conseiller juridique attendaient. Ils proposèrent à Emma de leur vendre la maison à la juste valeur marchande plus une prime, menaçant d'une longue bataille juridique si elle refusait. Rebecca invoqua des allégations d'influence indue, laissant entendre que le rôle d'Emma en tant qu'aide-soignante aurait pu guider indûment les derniers choix de leur père. Emma resta calme. Plutôt que d'accepter leur offre, Emma ouvrit sa mallette et dévoila des preuves que leur père avait soigneusement documenté chaque transaction et interaction. Des relevés bancaires, des emails et des notes révélaient comment James avait fait pression sur leur père pour obtenir des prêts et comment Rebecca était au courant des irrégularités dans son entreprise. Emma les assura que les fichiers originaux se trouvaient déjà dans des endroits sécurisés, partagés avec son avocat et les autorités fédérales. Elle indiqua ensuite clairement qu'elle n'avait aucune intention de vendre la maison. Elle serait transformée en centre de soins pédiatriques, réalisant la vision dont elle avait discuté autrefois avec son père.
Le visage de Rebecca devint cendré, et James tenta de bluffer en qualifiant les affirmations d'Emma de mensonges. Cependant, la sueur perlait sur son front. Emma refusa de se laisser intimider, déclarant que toute intimidation supplémentaire l'inciterait à tout divulguer à la Security and Exchange Commission, SEC. Monsieur Wilson, le conseiller juridique de l'entreprise, rassembla précipitamment ses papiers alors qu'Emma réitérait les intentions de son père. La maison devait devenir un lieu de guérison, pas un actif rapide à vendre. Connaissant leurs difficultés financières, Emma soupçonnait qu'ils ne pourraient pas supporter un scandale public. Elle les avertit qu'elle détenait plus qu'assez de preuves pour se protéger. Emma quitta le bureau, se sentant à la fois soulagée et profondément triste. Bien qu'elle ait sécurisé l'héritage de son père, la famille qu'elle avait connue autrefois était en lambeaux. Pourtant, il lui semblait juste d'honorer la mémoire de son père en se concentrant sur la compassion et le service plutôt que sur le profit. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle se répandit que l'entreprise de James faisait l'objet d'une enquête. Rebecca ne contesta pas le testament mis à jour. Peu de temps après, ils vendirent leur grande demeure et emménagèrent dans une maison plus petite. Emma poursuivit les rénovations, faisant appel à des architectes et des entrepreneurs pour adapter la maison familiale en un établissement adapté aux soins pédiatriques. 6 mois plus tard, le centre de bien-être pour enfants James Chin ouvrit ses portes. Emma le dédia fièrement à la mémoire de son père, plaçant sa photographie dans le hall d'entrée et inscrivant son nom sur une plaque. Les couloirs autrefois silencieux étaient maintenant remplis de rires d'enfants, de personnel médical affairé et de parents inquiets trouvant de l'espoir. Emma passait devant ces scènes tous les jours, réfléchissant à la façon dont son père aurait chéri de voir cette transformation. Elle savait qu'il serait fier que sa maison soit devenue un sanctuaire pour les familles dans le besoin. L'ambition de Rebecca de vendre la maison avait été remplacée par le rêve d'Emma. Bien que le centre prospérât, Emma ressentait parfois des pointes de nostalgie pour sa sœur. Leur relation s'était fracturée au-delà de toute reconnaissance, et l'amertume persistait dans chaque texto ou message vocal que Rebecca laissait. Un jour, Emma reçut une lettre de Rebecca. Son contenu resta un mystère pendant un certain temps. Emma la mit simplement de côté, incertaine si elle voulait rouvrir de vieilles blessures. Elle soupçonnait que Rebecca pourrait chercher la réconciliation ou, peut-être, formuler encore une autre exigence. Pour Emma, se concentrer sur les soins aux enfants s'avéra la meilleure façon d'avancer. Cela lui rappelait que la vraie richesse résidait dans l'aide aux autres, non dans la poursuite de l'argent. Le soir, Emma s'asseyait souvent dans l'ancien bureau de son père, qui lui servait maintenant de bureau. Elle gardait sa lettre sur le bureau et la relisait pour se rappeler les leçons qu'il lui avait enseignées. Chaque fois qu'elle apercevait le jardin rempli d'enfants et de leurs familles, elle ressentait une vague de gratitude. L'héritage de son père ne concernait pas la propriété, mais la gentillesse et un objectif commun. Bien que le conflit familial ait pris une tournure douloureuse, Emma croyait que la guérison avait commencé pour les autres. Un jour, elle espérait qu'elle commencerait aussi pour elle et Rebecca, guidée par l'amour.